Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'OL 4-2 à Strasbourg. Une défaite très embarrassante qui malheureusement nous fait reculer au classement et c'est peut-être pas fini puisqu'il y a encore des matchs à jouer et puis il y a des équipes qui peuvent encore nous passer devant alors qu'en cas de victoire, au moins provisoirement, on aurait été sur le podium. Je pensais que ça aurait pu être un motif de motivation pour l'équipe. Visiblement, ça n'a pas été le cas, en tout cas pas sur l'intégralité du match. Parce qu'évidemment, ce qui nous marque sur ce match, c'est la différence de visage totale que l'équipe a montrée entre la première et la deuxième mi-temps. Ça fera partie de mes réflexions sur les raisons du naufrage. Avant cela, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, l'équipe qui était alignée, et ce qu'on peut penser un petit peu de tout ça. Donc on va commencer. Écoutez, avec une impression globale. L'impression globale, c'est que voilà, c'est un immense gâchis. Que peut-être, on a été trop ambitieux en première mi-temps, notamment avec un pressing très étouffant de la part de notre équipe. Est-ce qu'on était capable, non seulement vu le profil de nos joueurs, vu la condition physique de nos joueurs, vu le nombre assez élevé d'internationaux que nous avons, de commencer ce match avec beaucoup d'intensité. On a quand même vu, je trouve, beaucoup de joueurs en deuxième mi-temps qui crachaient leurs poumons, qui avaient plus tellement de cannes. Alors, tous ne sont pas concernés par la trêve internationale. Au contraire, on aurait pu dire que certains auraient pu refaire du frais, puisque Abner n'était pas en sélection, Maitland-Niles n'était pas en sélection, idem pour Tolisso. Tessman a finalement peu joué, Matic était là, ici également. Moi je trouve que, pareil pour Lacazette, tous ces joueurs-là sont un peu vieillissants, on va quand même bien le dire, et d'autres donc ont peut-être laissé un petit peu d'énergie, mais ça fera partie de mes réflexions sur les raisons du naufrage. En tout cas, Paulo Fonseca avait décidé d'aligner finalement, je dirais, un 11 attendu, vu les forces en présence, donc Lucas Perry dans les buts, Niakate et Kaletakar, et Mata, Kaletakar justement, était annoncé par Hugo Guimet à la place de Niakate, puisqu'on nous disait que Niakate était revenu un peu en difficulté physique de son retour. On a bien pu constater pendant le match que c'était la vérité, et quand on voit Kaletakar avec la Croatie, on se dit il dépareillerait pas dans un match comme celui d'hier, donc ça c'est quand même une interrogation. Abner, donc puisque Tagliafico n'avait pas 90 minutes dans les jambes, Maitland-Niles puisque Koumedi de toute façon était suspendu. Abner, je dirais, qui confirme tout le mal que je pense de lui, un joueur, je dirais, totalement sans saveur, sans odeur, qui ne sert à rien, qui ne dégage rien. Pas dire qu'il est mauvais, mais c'est d'une totalement neutre. Bon, vraiment, Abner, si on me dit que l'année prochaine, le titulaire en latéral gauche, c'est Abner, la saison va être compliquée. Devant, on retrouvait Verretou, qui lui aussi devait avoir de bonnes jambes. En tout cas, en première mi-temps, il n'est pas si mal. Tessman, qui avait pas tant joué que ça avec les États-Unis, et puis qui est quand même un jeune joueur. Nuama, lui, avait joué effectivement avec le Ghana. Il a été assez frustrant, je trouve. Hier, Tolisso, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a fait partie du naufrage en deuxième mi-temps. La disposition tactique, évidemment, n'est pas bonne du tout. Mikotadze en pointe, qui lui avait brillé avec sa sélection. Et Cherki, qui lui avait pu refaire du frais puisqu'il s'est blessé contre l'Angleterre. Et donc qu'il avait pu retrouver petit à petit ses cannes. Donc sur le 11 de départ, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On aurait pu effectivement dire, peut-être que Niakate, il n'est pas prêt. Autant mettre Tessman. On va le voir sur l'attaque momentum, la première mi-temps. Cavalier seul de l'OL, mais par contre à la mi-temps, 0-0. Donc ça évidemment, c'était quand même très frustrant, mais je dirais que ce qu'on voyait sur le terrain était plutôt plaisant. Deuxième mi-temps, il suffit de regarder.
À part un petit coup de chaud ici et puis le penalty à la fin, franchement, ça a été calamiteux, ça a été nul. Regardez la reprise de la mi-temps, on est totalement absent, totalement dominé par cette équipe de Strasbourg. Alors on y reviendra un petit peu plus tard sur un élément sur lequel on pouvait s'interroger depuis la suspension de Paulo Fonseca, c'est-à-dire l'absence de l'entraîneur principal au quotidien du match, c'est-à-dire dans les vestiaires et sur le banc. Et je pense, et c'est mon avis, que ça a eu un impact énorme hier. En tout cas, bon, évidemment, c'est facile de le dire après une défaite. Quand on gagne les matchs, on dit, ah bah finalement, il est en haut, il voit mieux, tout ça. Bon, bref. C'est peut-être aussi un peu pour trouver des explications, mais bon, moi je pense de toute façon qu'un coach qui sera toujours mieux sur la ligne de touche à pouvoir haranguer et conseiller ses joueurs, plutôt que d'être à 50 mètres là-bas dans la tribune. Enfin, bon, ça c'est mon avis. Peut-être que l'appliquer au match d'hier, c'est inapproprié, je n'en sais rien, parce qu'on pourra dire finalement en première mi-temps ça s'est bien passé. Bon, je sais pas, peut-être que c'est totalement du bullshit, mais bon, en tout cas, moi je pense que Fonseca, il aurait été mieux là sur le banc. Donc vous le voyez, hein, après, donc en deuxième mi-temps, explosion totale. Ce que je trouve désagréable, c'est surtout la manière dont les buts sont arrivés. Donc le premier sur un corner où on a un André Santos tranquille, au milieu de 6 joueurs, personne dessus, personne pour lui mettre un petit peu de pression, un petit peu de coude, etc. Le mec, il fusille Perry tranquillos. Et puis alors, les autres buts, c'est de la défense statuesque, hein, c'est-à-dire on est là, le mec passe, ah bah merde, il est passé. On a le mec qui vient aider, ah bah tiens, il y a un gars qui arrive dans la surface, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Il tire, il aligne le gardien. Ça a été lamentable, hein, et moi je vais pas spécialement pointer du doigt, tiens, Tessman parce que c'est lui qui se fait passer en premier, Niakate parce qu'il est à la bourre, Mata parce qu'il est pas assez dur, etc. Perry qui bon, a fait 2-3 arrêts, mais bon, qui est pas royal, hein. De toute façon, quand vous prenez 4 buts en une mi-temps, le gardien il peut pas être royal. Donc voilà, deuxième mi-temps, alors fatigue, suffisance, je ne sais pas, en tout cas on a explosé. Et surtout, moi, ce qui me gêne un petit peu, les amis, c'est que quand, pour ceux qui ont vu le match, quand on voit la célébration, mais alors, guignolesque des Strasbourgeois, ça aurait dit archi motiver nos joueurs. Parce qu'il faut quand même pas oublier une chose, on va revenir sur la composition d'équipe. Regardez la différence d'âge entre les deux équipes. Vous avez du côté de Strasbourg une moyenne d'âge de 21 ans,3. Vous jouez des gamins. Chez nous, 26 ans. C'est pas la moyenne d'âge la plus élevée. On a joué cette saison avec des gars, une équipe à 30 ans de moyenne d'âge. Mais bon. Donc on joue des gamins. Les gamins marquent, se foutent de notre gueule, là. Vraiment, mais tout un cinéma devant les caméras. Ils font des pauses, ils ont tout préparé en disant, tiens, si on met un but, on va leur faire notre petit cinéma. Et nous, nos mecs, oh tiens, c'est rigolo, c'est rigolo, ils sont marrants ces petits jeunes. Ah bon, je sais pas si vous avez fait du sport en compétition et que vous faites botter les fesses par des gamins, à un moment donné, vous réagissez, là, réaction zéro, rien du tout. On continue comme ça. Donc ça m'interroge quand même sur l'esprit compétitif de certains. Pour tout vous dire, franchement, pour moi, on n'est pas très loin de la faute professionnelle quand même sur cette deuxième mi-temps. Alors oui, certains pourront dire, si on regarde les stats quand même, c'est une anomalie. Alors, effectivement, on a 1,99 XG face à 1,09. Donc on va dire quand même, ils ont surperformé, mais non. Non, ils n'ont pas surperformé. Et les buts qu'ils mettent, c'est pas des buts où te dis, tir de 25 mètres en plein dans la lucarne, je sais pas si vous vous souvenez, le tir de Yilmaz
de Lille quand il nous met une patate à 35 mètres du gauche qui arrive dans la lucarne. Non, c'est pas ça. Pas ça. Là, c'est des buts de passivité. Alors oui, il n'y a que 1,09 d'XG, mais une défense tellement passive, un gardien quand même aux fraises. Non, on n'est pas tombé face à une équipe qui nous a fait un jeu exceptionnel et qui nous a mis des bangers. Non, pas du tout. On a une équipe de l'OL qui a tout simplement baissé pavillon dès le début de la deuxième mi-temps, pour des raisons que je ne m'explique pas. Et j'y reviendrai tout à l'heure quand j'essaierai de donner les raisons du naufrage. Bon, on le voit, 16 tirs, 14 chez eux, 5 grandes chances pour l'OL, seulement 4. Alors il faut dire aussi que dans les 1,99, il y a 0,75%, 0,75 XG du penalty, donc en fait on est à 1,20. Ce qui est embêtant, je trouve, vraiment, c'est l'attitude. Et comment lutter contre ça? Peut-être avec la présence d'un entraîneur au quotidien. On va voir ce qu'a dit, alors non pas notre assistant coach, Georges Massiel, qui a le charisme d'une huître. C'est comme ça. De toute façon, quand Fonseca a été suspendu, forcément s'est posé la question, est-ce que c'est viable de ne pas avoir un entraîneur dans les vestiaires avant le match, pendant la mi-temps et après? Ça, c'est déjà trop tard, mais au moins sur la ligne de touche pour recadrer les joueurs si nécessaire. Et on voit que Rosenior, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai crié très fort à la pause. Vous allez me dire, oui, mais nous, on était plutôt bien en première mi-temps, il n'y a pas de raison de crier. Oui, mais croyez-moi, un numéro 2, c'est pas un numéro 1. Et quand le numéro 1, il vous met un coup de pression, peut y avoir une réaction. Le numéro 2, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc, voilà. Après, chacun en tirera ses conclusions. Et effectivement, on pourra dire, Fonseca, il a été non présent sur certains matchs, on les a malgré tout gagnés. Je pense notamment des placements à Nice. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand il y a une baisse d'intensité aussi importante, on ne m'enlèvera pas de l'idée que si le numéro 1 était sur le bord du terrain, ça ne changerait pas tout. Mais peut-être qu'il serait plus à même de relancer, de reconcentrer l'équipe. Alors attention, faut pas non plus dédouaner les joueurs. On a du Tolisso sur le terrain. On a du Verretou. On a du Niakate. On a du Clinton Mata. On a du Lucas Perry. Donc je veux dire, il y a quand même des mecs qui devraient prendre l'initiative de relancer un groupe dont il sent qu'il est en train de baisser les bras. Et on a des mecs comme ça à quasiment tous les postes. Or là, il n'y a pas eu de réaction et on s'est laissé couler sans réagir. Alors, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions pour la suite de la saison? Je ne sais pas. On va le savoir, notamment la semaine prochaine pour la réception de Lille. Mais en tout cas, ce manque de leadership, moi, il m'interpelle énormément. Néanmoins, si on ne connaît pas tout, si on ne connaît pas toutes les raisons, on peut quand même avoir une certaine analyse de ce qui s'est passé, et c'est ce que je vais faire. Ce n'est que mon analyse, peut-être suis-je totalement à côté de la plaque, mais bon, c'est ma chaîne, quand même je donne mon avis. Et donc je vais essayer de me prononcer sur ce qu'on pourrait appeler les raisons du naufrage, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a un naufrage. Alors attention, ce que je dis pour un certain nombre de choses s'applique uniquement sur le match d'hier. Si on gagne 3-0 la semaine prochaine contre Lille, on va me dire, t'as rien compris. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je vois d'hier, je vois quand même des choses qu'on pouvait anticiper et des conséquences de certaines décisions qui ont été prises dans le club. Alors déjà, le coaching défaillant. Ce que j'appelle le coaching défaillant, c'est de se poser la question, au-delà du début de deuxième mi-temps, qui montre bien que le coaching n'a pas su mobiliser les joueurs à la reprise et ensuite tout au long de la mi-temps. Non, pour moi, le coaching défaillant, c'est de se dire, bon, on a un effectif qui a été limité en nombre, on a des joueurs qui sont allés en sélection. Est-ce qu'on pouvait tenir 90 minutes avec l'intensité de la première mi-temps? Bon, la réponse là, c'est non. Mais ça, c'est pas après qu'il faut le savoir, c'est pas après qu'il faut le dire, c'est avant. Et les données physiques des joueurs, moi et vous, on ne les a pas. Donc, qui les a?
le coaching staff. Alors quand vous faites une première mi-temps avec autant de pressing, vous avez intérêt de marquer. Mais malgré tout, vous avez en face une équipe très jeune, avec des bonnes cannes, dont on connaît la capacité de lever le niveau d'intensité. Et ce qui est certain, eh bien, c'est que, je dirais presque, on a tout donné en première mi-temps, il ne restait plus rien en deuxième mi-temps. Donc la gestion des temps forts du match, elle est totalement ratée. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un coaching défaillant. Je ne vais pas dire sur le plan tactique, sur les changements, on pourra toujours trouver ce qu'on veut. Mais bon, ce que je constate quand même, c'est que malheureusement, l'entrée d'Almada, 0, il ne s'est rien passé. Matic qui rentre à la 85e, pourquoi, comment, je ne sais pas. Tagliafico qui rentre aussi, bon, très tard. Bon, bah, soit il peut jouer, soit il peut pas jouer. Est-ce que ça aurait pas été plus malin de le faire débuter et de le faire sortir après? Idem pour Almada, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, le coaching est passé totalement à côté sur l'ensemble du match. Pas sur la séquence première mi-temps, qui était plutôt bonne, qui était même très bonne, mais dans laquelle, eh bien, on a sans doute surutilisé certains joueurs qui n'étaient pas capables de répéter les mêmes efforts en deuxième mi-temps. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça que j'enchaîne sur l'approche trop ambitieuse. Depuis le début de la saison, j'ai dit, notre équipe, physiquement, elle ne tient pas la route, elle ne tient pas la longueur. Donc, dans un premier temps, j'étais plutôt satisfait puisque Paulo Fonseca semblait, selon moi, avoir compris ça. Puisque je trouvais qu'on faisait moins de pressing, et donc finalement, on arrivait à tenir sur la totalité d'un match, sans se faire peur à la fin, et même quand on avait Fofana et d'autres qui rentraient, notamment Mikotadze, eh bien on avait un second souffle. Alors là, le second souffle, même pas, puisque le premier souffle, on ne l'a pas pendant très longtemps. Donc pour moi, une approche trop ambitieuse. Alors oui, moi aussi, je rêve d'une équipe qui soit capable de mettre de l'intensité sur 90 minutes, qui fasse du pressing sur 60 ou 70% du match. Oui, ça j'en rêve. Mais avec les mecs qu'on a là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, on a vu, le 11 de départ n'était pas si âgé que ça. On était à 26 ans de moyenne d'âge, mais on a vu que ça tenait pas la route. Ça tenait pas la distance. C'est pas que ça tient pas la route, c'est que ça tient pas la distance. Alors, je vais relier ça à des choix qui ont été faits, alors pas forcément par l'entraîneur, puisque lui est arrivé après, mais par les dirigeants sportifs notamment. Et bien oui, une absence de rotation. Parce que hier, on aurait pu se dire, bon, quand même, Khaled Takar, il a fait 2 matchs internationaux, il n'a pas paru spécialement fatigué. Le dernier match, c'était dimanche dernier, donc lui, il aurait peut-être pu jouer. D'ailleurs, je rappelle qu'il était annoncé par Hugo Guimet comme titulaire à la place de Niakate. Mais bon, pour moi, c'est pas un joueur qui va tout changer, donc je ne vais pas spécialement me focaliser là-dessus. Mais par contre, dans les rotations, l'été dernier, je me suis agacé parce qu'on n'avait pas de rotation en défense centrale. On démarrait avec Niakate et Khaled Takar. Bon, déjà, Niakate, c'est moyen plus. Khaled Takar, pour moi, ça peut pas être titulaire à l'OL, mais bon, dans cet OL-là, peut-être qu'il peut l'être. On avait un Adrielson qu'on a envoyé à Botafogo. Alors tant mieux pour Botafogo, ils ont gagné 2 titres, mais on aurait peut-être besoin. Je suis pas un fan d'Adrielson, je vais pas retourner ma veste. Mais je me dis, entre lui et Omari, je préfère quand même Adrielson, et de très loin. Donc, on envoie Adrielson à Botafogo, on fait venir Omari. Moi je dis, Omari, c'est le plus mauvais joueur de Ligue 1. C'est ça votre remplaçant en défense centrale? Alors tout le monde m'a dit à l'époque, ah c'est pas grave, il y a Mata. Ah oui, mais Mata, c'est un latéral. Il ne devrait pas être en défense centrale. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il joue en défense centrale dans sa sélection. Donc, vous n'avez pas de rotation. Donc quand vos mecs, ils jouent tout le temps. Ils jouent tout le temps. Mata, Niakate, ils jouent tout le temps. En plus, ils sont allés en sélection. Dire, bon, allez, peut-être qu'on pourrait les faire reposer. Vous avez Khaled Takar, vous ne l'utilisez pas. Et vous n'avez personne d'autre. Et ça, c'est les choix des dirigeants. Donc ça, c'est pour la défense centrale. Au milieu de terrain, on a décidé que, voilà, il fallait faire de la place et mettre en avant notre ami Taner Tessman. On a recruté Verretou. Hier, on commence quand même avec du Tessman-Verretou devant la défense. Alors, on va me dire, ah oui, mais en D1, première mi-temps, c'est pas si mal. Bah oui, mais on a vu que sur l'intégralité du match, ça tenait pas la route là aussi. Donc là aussi, je me dis,
parce que moi aussi j'ai mes petites obsessions. Si vous avez un Mamadou Diawara, vous avez une solution supplémentaire. Et en plus, elle coûte 0. Le mec, petit salaire, il est parti en prêt au Havre, prêt gratuit. Donc l'avoir prêté, ça vous rapporte 0. L'avoir gardé, ça vous coûtait 0. Seulement, vous aviez une solution en plus. Je dis pas que ça aurait tout changé. Mais au moins, vous pouvez faire des rotations. Vous avez un joueur avec un profil différent, un joueur qui a des jambes, un jeune joueur, prometteur, etc. Passons sur le plan offensif. Benrahma. Je ne suis pas un fan de Benrahma. Mais Benrahma, vous le prêtez gratuitement à Neom, alors que vous ne pouvez pas recruter. Le mec, il lui restait 5 mois de contrat à l'Olympique Lyonnais avant la fin de la saison, donc 5 mois de salaire, ça fait à peu près 2 millions. Vous ne pouvez pas recruter. Donc là, vous avez Fofana qui se blesse. Si Nuama n'est pas bon, faites quoi? Faites quoi? Ah, vous faites ce que vous avez fait hier, c'est-à-dire rien. Parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas d'option. Voilà, ça c'est la faute des dirigeants. Je suis désolé. Qu'est-ce que fout Benrahma en prêt à Neom? Alors que nous, on en a besoin. Voilà, ça c'est des choix. C'est des choix. Absence de rotation, vous faites jouer tout le temps les mêmes joueurs, donc déjà vous les fatiguez, et quand il y en a un qui est pas bon, quand il y en a deux qui est pas bon, et ben il n'y a pas de solution. Maciel, bon, c'est pas un génie, mais il se retourne sur le banc, il regarde qu'est-ce qu'il y a, il n'y a personne. Il n'y a personne. Nuama est catastrophique hier, bah, qui je vais mettre à la place? Bah, j'ai personne. Donc c'est bien beau de resserrer l'effectif pour obliger l'entraîneur à utiliser certains mecs pour les valoriser, mais oui, mais s'ils sont pas bons, que ce soit sur la durée ou ponctuellement, comment vous faites? Bah voilà, vous faites que vous n'avez pas de solution, et donc vous en arrivez à ce résultat. Alors, puisqu'on parlait de certains joueurs, les joueurs surcotés. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des joueurs qui bénéficient de la part des supporters d'une sorte d'aura tombée du ciel. On ne sait pas pourquoi, mais ils les aiment bien, ces joueurs-là. Moi, vous remarquerez, j'essaye de ne pas tomber dans le joueurisme. Je préfère un tel à un tel, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce que je le préfère. Donc si l'Olympique Lyonnais, les supporters, les dirigeants, le coaching staff, ils sont contents de démarrer des matchs avec des mecs comme Nuama, avec des mecs comme Tessman, des mecs comme Verretou, même Mata, moi je l'aime bien Mata, mais en défense centrale, je suis désolé, c'est pas terrible. Moi je veux bien qu'on me dise, ah ben Niakate c'est le roi du duel. Ah ben Abner, international brésilien. Ah Maitland Nice, le couteau suisse, fantastique et tout ça. Et Mata, oh là là, le guerrier. On prend but sur but. On prend but sur but, on est la 10e défense de Ligue 1. Et ils sont pas protégés par ceux qui sont devant. Ah, Tolisso, équipe de France. Ah, Tessman, international américain. Ah, Matic, bon, tout le monde, quand on connaît Matic, il est plutôt sur la phase descendante. Ah, Verretou, meilleur recrue de l'été. Regardez ce qu'ils font. Donc, il y a beaucoup de joueurs dans notre équipe qui sont très, très surcotés. Alors, si c'est des remplaçants, bon, Tessman, si vous me le mettez remplaçant, bon, pourquoi pas. Nuama, si vous me le mettez remplaçant, ouais. Et quand ces mecs-là doivent jouer 90 minutes, que ce sont vos titulaires, que vous voulez aller chercher des grands résultats avec des mecs comme ça, bah moi je suis pas d'accord. Pour moi, on fait fausse route, tout simplement parce que ces mecs-là sont surcotés. Totalement surcotés, et on le voit de semaine en semaine. Alors c'est pas parce que Nuama il t'a mis un but ici ou là que je vais changer mon opinion. Hier, techniquement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et Tessman, bon, bah, ça fait longtemps que je dis que c'est le père de Matic, mais c'est d'une lenteur incroyable, incroyable. En plus, ces tirs de Mémère, là, à 2 à l'heure, il apporte quoi, Tessman? Il apporte quoi?
Donc voilà, alors maintenant on va s'intéresser évidemment aux conséquences parce que la saison n'est pas finie, il reste 7 matchs, on a perdu une occasion unique de monter, alors unique, c'est peut-être un peu excessif, de monter sur le podium, donc on va regarder un petit peu où on en est, le classement, les matchs du week-end et ce qu'il nous reste à faire. Bon, on va voir que voilà, moi de toute façon dans le plan de route que j'avais fixé pour l'équipe jusqu'à la fin de la saison, je nous voyais prendre seulement 1 point à Strasbourg. On en prend 0, c'est pas si loin de 1. De toute façon, je ne nous voyais pas gagner à Strasbourg, pour être honnête avec vous, donc je ne suis pas surpris. Alors, ce fameux classement, vous le voyez, Strasbourg passe devant nous avec 46 points. En plus, ça vient un peu becter notre différence de but, puisqu'on redescend à plus 15, ce qui est inférieur aux équipes qui sont devant nous, hormis Strasbourg. Il va y avoir un Lille-Lens ce week-end, donc évidemment, on sera du côté de Lens, même si dans l'absolu, on s'en fout totalement, mais bon, là, on n'a pas envie que Lille nous repasse devant. Et finalement, eh bien, on est à 2 points, toujours, de la 4e place. Alors, il se trouve que le hasard du calendrier veut que Monaco et Nice se jouent l'un l'autre, donc on va espérer un bon vieux match nul. Comme ça, les deux équipes vont remonter à 48 points, et nous, on ne sera qu'à 3 points. On va jouer Monaco, on va jouer Lille, on va jouer Lens. Donc là aussi, on va jouer nos adversaires directs. Donc c'est pas foutu pour le podium, loin de là. Ça se resserre, ça peut malheureusement rapidement tourner dans le mauvais sens. Ça va être à nous, notamment avec la réception de Lille, de mettre les choses au point, parce que on peut perdre des matchs, on peut passer à côté. Mais quand on est un compétiteur, on met ça derrière nous. C'est passé, le résultat du match, on ne pourra pas le changer, il est ce qu'il est. Donc il faut regarder devant, et évidemment, aller chercher ce qu'on veut chercher, c'est-à-dire le podium, et pour aller chercher le podium, il va falloir battre Lille la semaine prochaine, garder des forces pour Manchester United, puisque évidemment ça va arriver très vite aussi. Donc voilà, il faut oublier le passé, on ne peut pas le changer, le passé il est passé, mais donc il faut regarder vers l'avenir, et l'avenir, eh bien, c'est Lille. Quels que soient les résultats de toute façon du week-end, il faudra rester focalisé sur l'objectif. Il faudra aussi que Fonseca trouve le moyen, je dirais, de transmettre quelque chose. Alors, il ne peut pas communiquer à la mi-temps avec ses assistants. Il faut qu'il trouve une solution. C'est pas possible de redémarrer une deuxième mi-temps comme ça et finalement de se mettre en difficulté alors qu'on pouvait vraiment aller chercher quelque chose de sympa. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. Alors oui, vous serez surpris de voir que le replay du live n'est pas disponible pour une raison simple, c'est que je me suis quelque peu excité en fin de match et que ça donne une image de moi que je n'ai pas spécialement envie de laisser. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'enlever. Alors ceux qui étaient présents ont pu assister au spectacle, mais effectivement, il ne sera pas disponible en replay. Je n'assume pas du tout cette fin de live, mais c'est comme ça, de toute façon, je suis un être humain comme les autres, et donc évidemment, après une telle défaite, on peut perdre un petit peu ses nerfs, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et on va se retrouver très rapidement. Merci de m'avoir suivi les amis. Passez malgré tout un bon week-end et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles infos. Allez, salut!